Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Ben Ali aura finalement obtenu gain de cause. Les avoirs de l'ancien président tunisien placé par sa famille en Suisse restent en Suisse. Une décision de justice rendue publique ce vendredi. L'Afrique de plus en plus attractive pour les bailleurs de fonds internationaux. Face aux nombreuses opportunités qu'offre le continent, les obstacles liés au climat politique semblent s'estomper. Puis bras de fer judiciaire entre le gouvernement djiboutien et la société pétrolière responsable de la pollution du port de Djibouti. Une affaire qui, vous le verrez, continue de faire couler beaucoup d'encre. La justice a tranché. Les fonds placés en Suisse par le clan de l'ancien président tunisien Ben Ali ne seront pas restitués. Le tribunal fédéral estime que les preuves sont insuffisantes pour attester de l'origine frauduleuse de ces fonds. Ainsi, les 43 millions d'euros qui devaient être restitués au nouveau régime ne seront pas versés et la décision est sans appel. Marina Vanier. Les capitaux placés sous son mandat resteront en Suisse. Les fonds de l'ancien dictateur tunisien Zine El Abidine Ben Ali ne seront pas restitués. Le tribunal fédéral de la Suisse a justifié cette décision par une absence de preuves démontrant l'origine frauduleuse de la somme. Les nouvelles autorités du pays réclament la restitution des fonds à la Tunisie, accusant le clan Ben Ali d'enrichissement illicite. Bloqués depuis 2011, les 43 millions d'euros du clan Ben Ali restent donc en Suisse pour l'instant. La charge de la preuve appartient à l'État. Dans ce cas d'espèce, les gouvernements tunisiens successifs, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas établi ces preuves-là. Deuxième question, c'est que ces pays-là, les pays requis, ne peuvent répondre positivement que quand leur responsabilité ne peut pas être mise en cause. Et donc, la position du gouvernement helvétique, elle est très claire. Le gouvernement helvétique dit « Donnez-moi la preuve et je vous donne l'argent ». Cet arrêt sans appel, le déblocage de l'argent initialement décidé en avril 2014 est annulé. Cette décision suscite un climat de tension entre la Tunisie et le gouvernement helvétique. Il est évident que le gouvernement tunisien doit revoir la méthode et doit sortir des sentiers battus, des condamnations comme à l'époque de Ben Ali et de ce comportement où on condamne par contumace, on utilise la justice comme le faisait Ben Ali lui-même. On utilise la justice comme moyen de pression, la justice locale, mais là on voit la limite de ce comportement. Les capitaux ne seront toutefois pas débloqués pour la famille Ben Ali. Le clan de l'ancien président, représenté par son beau-frère Belhacem Trabelsi, devait prouver la légalité de la provenance des capitaux, ce qui n'a pas été fait selon le tribunal fédéral. Marc Ravalman a signé à résidence. L'ancien président malgache arrêté en octobre à son retour d'exil restera en résidence surveillée à son domicile à Antananarive et ce jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, les conditions de détention restent les mêmes. Ses contacts avec l'extérieur sont fortement restreints et il ne peut pas sortir ou recevoir de visite sans autorisation spéciale. Rappelons que Marc Ravalman a été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité pour la mort de 36 manifestants abattus par sa garde lors de la révolte de 2009. Simone Gbagbo devant la justice. Son procès s'est ouvert ce vendredi au palais de justice d'Abidjan. L'ex-première dame ivoirienne comparaît avec 81 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit là du premier procès civil de la crise post-électorale de 2011. Le point tout de suite avec Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo s'ouvre à Abidjan. L'ex-première dame est poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010-2011. L'État ivoirien refuse son transfert comme l'ex-président Laurent Gbagbo vers La Haye, où siège la Cour pénale internationale. La justice ivoirienne estime être en mesure de lui organiser un procès équitable sur les terres d'Eburnu. Il n'y a pas une catégorisation du traitement des dossiers juridiques, ni de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son épouse, Simone Gbagbo. Aujourd'hui, le contexte, il a l'opportunité et les moyens dont a besoin donc la justice sont au rendez-vous pour permettre donc le jugement de Mme Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas
l'ex-président Laurent Gbagbo il y a 3 ans. L'ex-première dame est inculpée avec 82 autres personnalités politiques de l'ancien régime. Depuis le début, les partisans de Mme Gbagbo et ses avocats dénoncent un procès politique. Cependant, pour certains observateurs, le procès de Simone Gbagbo présente toutes les garanties d'un procès équitable. La justice est la même pour tout le monde. Et à ce point de vue, nous disons que Mme Simone Gbagbo aura accès à un procès équitable. Étant entendu que la Commission nationale d'enquête qui a enquêté sur tous les crimes qui ont été commis, a rendu son verdict. Et les partisans des deux partis ont été incriminés. Donc, c'est ce qui a été valable hier, peut-être aujourd'hui. L'ex-président Laurent Gbagbo, quant à lui, est emprisonné depuis plus de 3 ans à La Haye, en attente de son procès pour crime contre l'humanité, qui doit s'ouvrir en juillet 2015. Le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite au scrutin présidentiel de décembre 2010 face à Alassane Ouattara avait ébranlé le pays. Les violences avaient fait plus de 3000 morts. Et parallèlement, d'autres prisonniers détenus pour délits liés à la crise post-électorale ont suspendu ce jeudi leur grève de la faim entamée pour réclamer leur libération provisoire. Une représentante des Nations Unies en Côte d'Ivoire se serait engagée à s'occuper de leur dossier. Rappelons qu'ils étaient environ 300 détenus à protester contre la durée de leur détention, pointant du doigt la lenteur des procédures judiciaires. Le continent africain, véritable Eldorado pour les investisseurs internationaux. Le nombre de transactions au sud du Sahara est en passe de battre un nouveau record malgré les obstacles liés aux troubles politiques. Un bémol cependant, car si les acquisitions augmentent, la manne financière, elle, est moins conséquente. Explication avec Marina Vanier. C'est la ruée vers l'Afrique. De plus en plus d'investisseurs internationaux réalisent des opérations de fusion, mais aussi d'acquisition des parts de marché africains. En Afrique subsaharienne particulièrement, le niveau soutenu des transactions montre qu'ils font désormais fi des crises, misant davantage sur les perspectives de croissance du continent. Environ 7 opérations estimées à près de 8 milliards de dollars ont été annoncées dans la période du 24 novembre au début de décembre 2014. Ces transactions réalisées dans des domaines divers confirment l'attractivité des marchés africains, marchés en pleine croissance. Le continent est en phase de développement. La croissance économique y est très très forte parce que les groupes internationaux y trouvent un intérêt et un retour sur investissement qui est pratiquement assuré dans la zone. À l'intérieur de ça, vous avez une économie qui a émergé, qui a ouvert d'autres potentialités, à savoir le Nigeria qui est devenu la première économie africaine, succédant, comment dirais-je, à l'Afrique du Sud. Vous avez les entreprises ont besoin de trouver cet environnement-là qui permet aux grands fonds d'investissement internationaux de pouvoir investir les capitaux disponibles. Si les opérations de fusion et d'acquisition des entreprises ont augmenté sur le continent, la manne financière a quelque peu baissé. Le montant des transactions depuis janvier 2014 est estimé à 34 milliards de dollars, contre 35 milliards sur la même période en 2013. Cette chute n'est pas liée à la stabilité du secteur, selon des observateurs économiques. Dans un premier temps, les capitaux se sont dirigés vers les secteurs les plus intéressants. La logique première, qui était la logique des fusions-acquisitions, s'est transformée au fil du temps en une logique plutôt de franchise, c'est-à-dire les investisseurs internationaux ont mis en place un certain nombre de franchises qui ont obligatoirement baissé le volume des investissements sur l'Afrique. Donc, le phénomène n'est pas très très inquiétant pour l'Afrique. Entre janvier et fin novembre 2014, l'Afrique subsaharienne a enregistré 631 opérations de fusion et d'acquisition, soit 10% de plus que l'année dernière. Une hausse est à prévoir pour les années futures sur le continent avec l'amélioration de la stabilité politique. Les autorités djiboutiennes engagent des poursuites contre des sociétés impliquées dans la pollution aux hydrocarbures constatée au port de Djibouti. Le gouvernement espère ainsi obtenir l'intégrale réparation du préjudice subi. Pour rappel, une zone de 382 000 mètres carrés avait été contaminée. Aminata Diak. Pendant 3 heures, tous les jours, les boxeurs ougandais se rendent dans leur salle de gym pour s'entraîner. Le pays a vu naître un certain nombre de légendes du ring, comme Kassim Ouma ou encore Idi Amin, ancien champion de boxe. Peu de femmes ont porté le drapeau de l'Ouganda lors des championnats internationaux. Hélène Paleke et Diana Dunianabo font partie de celles qui ont participé aux tournois internationaux. Les 2 femmes ont choisi le kickboxing.
Elles sont d'ailleurs les célèbres ambassadrices de la discipline en Ouganda. Hélène Palika a commencé la boxe en 2005 dès l'âge de 16 ans. Un jour où j'arrivais de mon village, j'ai rencontré un garçon qui voulait me séduire. Nous avons décidé de nous battre. Je voulais le battre, mais il m'a battu. Alors je l'ai laissé seul et je me suis mise à la recherche d'une salle de gym. Je voulais faire du kickboxing. La Kenyane Conchestina Achien a obtenu le titre vacant de l'Union mondiale de boxe en décembre 2004. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. Tout de suite, le sujet d'Aminata Diak sur les autorités djiboutiennes qui portent plainte contre les sociétés responsables de la pollution du port de Djibouti. Bras de fer entre le gouvernement djiboutien et des entreprises pétrolières. Les autorités ont engagé une bataille juridique contre les sociétés qui avaient laissé échapper près de 7000 tonnes de pétrole et d'essence il y a 20 ans. La fuite provenait des dépôts de pétrole appartenant à Mobil, Shell et Total. Une zone de 382 000 mètres carrés près du port avait été contaminée. Comme vous voyez, l'huile est là, et il est impératif de trouver un moyen de protéger l'environnement. Sinon, ce sera très mauvais en termes de pollution de la mer pour les activités du port. Donc il faut que nous trouvions une façon de réparer tout cela. Deux des entreprises responsables, Mobil et Shell, ont été achetées par Total et Oil Libya après la fuite. Le gouvernement de Djibouti affirme avoir besoin de quelques 183 millions de dollars pour nettoyer le port, une note que refusent de payer les entreprises. L'Afrique devra hausser le ton contre cette attitude, l'attitude impérialiste. Elle devrait changer de posture vis-à-vis de l'Europe, très désireux d'envoyer nos chefs d'État africains à la Cour pénale internationale. Mais quand ils ont leur propre entreprise qui font ce genre de crimes, ils ne sont pas arrêtés. Donc, cette attitude est inacceptable pour l'Afrique. Le gouvernement a décidé de porter l'affaire devant la Cour internationale d'arbitrage. Selon les écologistes, il est nécessaire que le port de Djibouti soit très vite décontaminé, sinon les effets pourraient être irréversibles à long terme. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.